Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTB 10A où on parle d'un cycle d'une machine à vapeur dans un diagramme, qu'on représente un diagramme PV, donc un diagramme d'Andrews un tout petit peu modifié puisqu'on a ici la pression là et on a un petit v ici, donc c'est un volume massique en l'occurrence. On constate que c'est un diagramme d'Andrews également pour une raison assez simple, c'est que en fait on a la courbe de saturation qui est dessinée ici. Donc on va avoir un cycle qui va utiliser des changements d'état. On retrouve donc les deux isothermes ici, T1 et T2, qui sont par ailleurs isobars, puisque c'est l'isotherme changement d'état. Ici la courbe d'ébullition, de l'autre côté la courbe de Rosé, et on constate que le cycle est intégralement à l'intérieur du domaine de coexistence liquide-vapeur. On commence la première question en vous indiquant que le cycle est un cycle de Carnot. Et donc il faut trouver la nature des transformations. Donc en fait un cycle de Carnot, ça c'est une question de cours, c'est un cycle qui implique deux isothermes et deux adiabatiques réversibles, avec comme condition supplémentaire que les deux isothermes doivent être à la même température que la source chaude et la source froide. Si on regarde le cycle ici, on constate que ici on a une isotherme qui est l'isotherme en contact avec la source chaude, puisqu'elle est en haut du diagramme. C'est aussi confirmé par le fait que T1 est plus grand que T2. Et ici on a l'isotherme qui est au contact avec la source froide. Donc on a bien trouvé nos deux isothermes. Ça implique immédiatement que les étapes BC et que les étapes DA sont nécessairement des adiabatiques réversibles. Voilà. On vous demande également de trouver le rendement du cycle. Alors pour trouver le rendement du cycle, il faut savoir de quelle nature de cycle il s'agit. Alors en fait, ce cycle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans un diagramme de Clapeyron, et donc il s'agit d'un moteur. Donc le rendement, en l'occurrence, c'est le rendement de Carnot, toujours le même, et donc Rosé, ça vaut tout simplement 1 moins la température de la source froide divisé par la température de la source chaude. Autrement dit ici, 1 moins T2 sur T1, puisque T2 est la température la plus basse des deux. Si on fait l'application numérique pour ce truc-là, on va trouver un rendement de Carnot qui vaut 29,8%, valeur que je vais noter dans un coin avant de passer à la suite. Donc on a le rendement de Carnot ici qui vaut donc 29,8%. Le but de la suite, c'est de retrouver ce rendement en utilisant les données particulières de ce problème. Alors, on doit compléter le tableau suivant. Donc moi, je vais tout simplement le retracer en utilisant le quadrillage qui est proposé ici. D'accord, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc A, B, C, D, E, F. Voilà, je vais réduire ça pour qu'on voit le bord du tableau, mais c'est pas méchant. Voilà. Et je vais donc recopier les valeurs qu'il y a dedans. Donc là, c'est A, B, C, D, E, F. Et ici, donc les seules valeurs dont on dispose, c'est donc 762,0 pour une enthalpie du point A, 2,13 pour l'entropie du point A, et on a aussi la même chose au point E, c'est-à-dire 188,0 et 0,628. On va donc maintenant compléter les diverses valeurs. Alors pour trouver HB, c'est pas très compliqué. Alors petite remarque, ce sont des enthalpies massiques. D'accord? Donc on va raisonner intégralement en massique. En fait, il y a une chose qui est relativement simple, c'est que HB, c'est tout simplement HA plus la variation d'enthalpie massique sur la transformation AB. Ça, c'est trivial, c'est simplement une réécriture finalement de la définition de delta AB de l'enthalpie massique. Le truc, c'est que comme on a ici un changement d'état réversible isotherme, on connaît en fait l'expression de delta H, cette transformation. En fait, il s'avère que delta H sur cette transformation, c'est tout simplement l'enthalpie de vaporisation à la température concernée, en l'occurrence ici T1. Et donc en fait, HB, ça vaut tout simplement HA plus 2013 kJ par kilogramme. Il suffit juste de rajouter les choses en attention aux unités, c'est bien des kilojoules par kilogramme partout. Donc pour connaître HB, il suffit d'additionner 762 à 2013, chose qu'on peut faire de tête ou à la calculatrice. Et on trouve ici, en fait, je vais le mettre en rouge histoire qu'on voit ce qu'on a rajouté. On trouve donc 2775 kJ par kilogramme. Voilà. Alors ensuite, on peut faire exactement la même chose avec l'entropie du point B, puisque en fait le cours sur les changements d'état raconte que en fait, toujours pareil, SB c'est tout simplement SA plus la variation d'enthalpie massique entre A et B, ça c'est pas très compliqué. Et en fait on sait que c'est donc SA plus l'enthalpie de vaporisation à cette température est divisée par la susdite
Donc là, c'est pas très compliqué, il suffit donc de faire 2.13 et on rajoute à ça l'enthalpie d'état, donc 2013, divisé par la température en Kelvin, à savoir 453. Et on va trouver donc 6, d'après la calculatrice, 6,57 kJ par kilogramme par Kelvin, qui est l'unité qui est donnée dans le tableau. Voilà. Donc ceci termine la colonne B, qui était la plus facile à obtenir. Et ensuite, en fait, on va raisonner un peu autrement. En fait, il s'avère que, on l'a dit dans la première question, la transformation BC est une adiabatique réversible. Adiabatique réversible, ça implique isentropique, puisque d'après le second principe, la variation d'entropie, c'est tout simplement l'entropie échangée, qui vaut 0 ici parce qu'on a une adiabatique, plus l'entropie créée, qui vaut 0 parce qu'on a une transformation réversible. Autrement dit, on va pouvoir écrire directement que SC, c'est égal à SB. Et ça va nous permettre directement de recopier SC ici, puisque SC vaut également 6,57 kJ par kilogramme par Kelvin. Alors, une fois qu'on en est là, en fait, il va falloir déterminer finalement la fraction de vapeur en C. Petite remarque, on peut faire la même chose avant de faire ça, on peut faire la même chose avec D, puisque la transformation dA est aussi une transformation isentropique, et donc S de D, ça vaut 2,13, puisque ça vaut la même chose que S de A. Une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir utiliser la règle des moments. Ce que dit la règle des moments, c'est la chose suivante. Elle vous dit en fait que la fraction molaire de vapeur au point C, c'est tout simplement égal, donc là je vais préparer une petite réfraction, voilà, c'est tout simplement égal à, pour n'importe quelle grandeur extensive, mais là en l'occurrence je vais prendre l'entropie, c'est égal à l'entropie du point C, donc voilà, SC, moins l'entropie massique du liquide seul à cette température, en l'occurrence ceci, donc ça sera SE, divisé par l'entropie massique de la vapeur seule à cette température, c'est-à-dire ici, S grand F moins S grand E. Donc c'est vraiment ça que raconte la règle des moments. Donc je vais enlever ces petits traits là en espérant pas éliminer l'exercice. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Et ça va nous permettre de calculer XC. Donc je vais faire tout simplement le calcul, c'est pas très compliqué. C'est pas demandé, mais on en aura besoin dans la suite, on va le voir après. Donc S de C, c'est ce qu'on a calculé à l'instant, c'est 6,57. On enlève S de E, que l'énoncé nous donne 0,628, et on divise par S de F, qu'on ne connaît pas, qu'il va falloir calculer. Alors justement, là, il manque un bout, je suis allé un peu trop vite. Alors pour calculer SF, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour B tout à l'heure. Donc là, je vais juste y aller un tout petit peu trop vite. Alors pour calculer SF, c'est pas dur. Et il va falloir HF aussi par ailleurs. Donc HF, c'est tout simplement HA. Pas HA, pardon, c'est HF. C'est tout simplement HE. Plus l'enthalpie de vaporisation à cette température, donc LV de T2. Donc là, je vais simplement faire le calcul. C'est donc HE, on vous le donne, c'est 188 plus 2394, d'après ce qui est fait dans l'énoncé. Donc là, on trouve 2582, que je vais mettre directement ici. 2582. Et pour l'entropie, c'est littéralement la même chose. C'est la même formule que celle qu'on a utilisée tout à l'heure. SF, c'est tout simplement SE, plus cette enthalpie de vaporisation à T2 et le tout divisé par T2. Donc SF, je vais le trouver facilement en disant que c'est 0,628 plus 2394 divisé par la température concernée, à savoir 318, et on trouve 8,15 pour cette entropie massique en F. 8,15. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir retrouver ma fraction molaire ici. Donc, là, il suffit que je fasse le calcul, puisque là, pour le coup, j'ai tout. Donc, S de C, je connais, c'est 6,57. S de E, je l'ai donné par énoncé, c'est 0,628. Et je vais pouvoir diviser par ce que je viens de trouver, à savoir 8,15 moins 0,628. Si on fait le calcul, on trouve 79% ou 0,790 a priori, si on arrondit. Voilà. Ça, c'est pour XC.
Alors ça se voit, on est à peu près à 80% du parcours, hein, c'est plutôt normal. Et je vais pouvoir par ailleurs calculer de la même façon XD. XD c'est exactement la même chose. Ce qui change ici c'est l'entropie à ce stade-là. Et l'entropie de D, je la connais. C'est tout simplement 2,13. Donc je vais mettre 2,13 ici. Et je vais trouver 19%, 19,9%. Même, même 20% en fait si on arrondit. Donc je vais faire 19,9%. Mais dans l'idée, c'est ça, donc 0,199. Si on veut rester en version décimale. 0,199. Donc là, on a XD et XC. Donc je vais noter ça quelque part, les fractions molaires ici, hein, en C. Donc c'est X égale 0,790 et en D, X égale 0,199. Une fois que j'ai fait ça, en fait, bah, c'est pas très compliqué parce que je vais pouvoir appliquer la même chose et la formule en fait complète pour les variations d'enthalpie. En effet, si j'imagine une transformation qui va de E jusqu'à C, d'accord? En fait, je peux essayer d'imaginer quelle est la transformation, quelle est la variation d'enthalpie sur cette transformation EC. Ça, c'est pas très compliqué. Déjà, on sait que c'est HE. Pourquoi je fais EC, je ne sais pas. Je vais plutôt faire CE, une vaporisation. Voilà, donc CE de H. Et ça, par définition, c'est effectivement HC moins HE. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il s'avère que cette transformation. Non, c'était bien EC, c'était bien EC, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Cette transformation EC, a priori, est une transformation qui est un changement d'état isotherme isobar réversible pour aller de l'état E jusqu'à l'état C. Et ça, en fait, l'enthalpie, on sait ce que ça vaut. Ça vaut tout simplement l'enthalpie de vaporisation à cette température-là, pour 1 kg massique, à la température T2, multiplié en fait par la masse qui passait de l'état liquide à l'état vapeur entre C et E. Et ça, en fait, on peut l'écrire autrement. Ça, c'est en fait la masse totale multipliée par la variation de la fraction molaire de vapeur entre l'état, je ne sais pas pourquoi je fais toujours CE, c'est dans le sens, entre l'état E et l'état C, multiplié bien entendu par LV de T2. La masse totale, en l'occurrence, c'est 1 kg, puisqu'on est en truc massique comme ça. D'accord. Et donc, globalement, en fait, là j'ai 1 kg. Et donc, delta X, je le connais, c'est tout simplement, en fait, entre E et C. On passe ici de X égale 0, puisqu'on est sur la phase liquide, à X égale 0,790. Donc, en gros, en fait, ce truc-là, ça vaut 0,790 multiplié par, grosso modo, l'enthalpie de changement d'état à T2, donc 2394 kJ par kilogramme. Voilà. Et en fait, ça nous permet de calculer tout simplement HE, puisque en fait, HE, c'est seulement HC plus ça. Donc là, il n'y a plus qu'un calcul extrêmement simple à faire. Non, ça nous permet de calculer HC, puisque HC, c'est HE plus ça. Donc en fait, HE, c'est 188 plus 0,790 multiplié par l'enthalpie de changement d'état, à savoir 2394. On trouve donc à l'arrivée 2079 pour cette enthalpie qui est ici. Donc 2000, je vais mettre en rouge, ça serait bien. Donc 2079. Je peux faire littéralement la même chose avec HD en disant que HD c'est tout simplement 188 plus 2394, ça n'a pas changé, mais cette fois au lieu de multiplier par 0,79, je vais multiplier par 0,199. Et je trouve en fait 666 kJ par kilogramme pour l'enthalpie massique du point D. On a donc l'intégralité des enthalpies et des entropies pour tout le tableau. On aurait pu faire ça de façon directe, en disant en particulier que delta S c'était à chaque fois delta H sur T, enfin ça revient littéralement au même. Donc petite remarque pour celles et ceux qui étaient intéressés par aller plus vite et ne pas passer par le calcul des fractions molaires, on aurait pu écrire la chose suivante. On aurait pu dire que entre E et C par exemple, de H, ça correspond en fait exactement à la température concernée, c'est-à-dire T2, fois la variation entre E et C de S. Ça marche aussi très très bien. Et donc on aurait pu écrire que HC c'est égal à HE plus T2 multiplié par SC moins S de E. D'accord. Voilà. Je peux faire le calcul pour voir, mais on va tomber rigoureusement sur la même chose. Ça permet d'éviter de passer par les fractions molaires.
Donc je vais refaire le calcul pour être sûr que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc c'est 0,628 plus la température T2, à savoir 318, multiplié par la différence d'entropie entre SC et SE, c'est-à-dire 6,57 moins 0,628, et je me suis trompé au départ, c'est pas 0,108, c'est 188 si on veut partir de H. Et si on fait ça, on trouve voilà, 2077,5 qui, avec les arrondis, est exactement le même résultat que j'ai trouvé tout à l'heure. Et on peut faire la même chose avec HD. Donc là, on a des erreurs d'arrondi. Il faut bien comprendre que j'ai probablement fait des arrondis un peu trop grossiers ici, en particulier sur les fractions de vapeur. Mais dans le principe, ça marche comme ça. Bien. On doit finalement trouver le transfert thermique QC reçu de la source chaude. Alors là, c'est pas très compliqué. On a toujours les mêmes possibilités. En fait, on est au contact de la source chaude quand, dans un diagramme de Clapeyron, on monte, c'est-à-dire on se réchauffe, ou quand on est en train de faire une transformation de type isotherme ou isobar en haut du diagramme. Donc ça, c'est vraiment la version rapide. Donc probablement, c'est soit sur la transformation DA, mais c'est impossible, c'est une adiabatique. Donc grosso modo ici, le transfert thermique vaut 0. Et probablement sur la transformation AB. Il y a une autre façon de voir ça, c'est de dire que dans un moteur, dans un cycle de Carnot, les isothermes sont en contact direct avec les sources chaudes, donc c'est forcément l'isotherme la plus élevée qui est au contact de la source chaude, donc celle qui se fait à T1. Autre façon de voir ça, on sait également que dans un moteur, le transfert thermique reçu de la source chaude est positif et celui reçu de la source froide est négatif. Et ici, on voit bien que HB-HA est positif alors que HD-HC est négatif. Donc tous ces arguments, un seul suffit, mais tous ces arguments confortent à dire que en fait, le transfert thermique massique reçu de la source chaude, c'est tout simplement en fait la variation d'enthalpie entre A et B pour H. Ça vient du fait qu'on a une isobar et donc Q vaut delta H dans cette histoire. QC vaut donc tout simplement la différence entre ça, et ça vaut en fait l'enthalpie de changement d'état. AT1, donc ça vaut 2013 kJ par kilogramme. Ça c'est pour QC, et on demande le travail reçu sur l'ensemble du cycle. Alors évaluer le travail dans ce genre de truc, en particulier sur un cycle de Carnot, c'est relativement pénible puisqu'il y a du travail dépensé à chaque étape. Mais en fait, pour évaluer le travail massique, il faut se souvenir que ça c'est tout simplement moins QC, moins QF. Et donc en fait, moins QC, c'est-à-dire delta AB de H, qu'on connaît déjà, je vais le laisser comme ça, et QF, c'est tout simplement plus delta sur l'étape CD de H, tout bêtement. Et donc on peut calculer ça de façon extrêmement simple. On va avoir 2013 kJ par kilogramme ici. Et là on va avoir tout simplement la différence d'enthalpie entre D et C, donc 666 moins 2079. 666, pardon. Voilà. On trouve moins 1413, donc grosso modo on va avoir moins 1413 kJ par kilogramme ici. Si on fait le calcul, on trouve donc 2013 moins 1413. Et on trouve donc 600 directement, c'est-à-dire que le travail ici vaut, si je l'écris là, vaut 600 kJ par kilogramme, sans oublier le signe moins devant, puisqu'il y avait un moins ici, et que le travail, de toute façon, sur un moteur est négatif. Il est ensuite relativement simple de trouver le rendement du cycle. Le rendement du cycle, c'est tout simplement la valeur absolue du travail divisée par QC. Donc là, on va pouvoir calculer ça sans aucune forme de problème. Et donc, ça fait donc 600 divisé par 2013, si je ne me trompe pas. Et on trouve 29,8%. Ce qui est en fait exactement la même valeur que celle qu'on avait trouvée au départ, et ce qui est complètement normal a priori. C'est même heureux qu'on ait autant de précision vu toutes les erreurs d'arrondi qu'on a probablement fait dans cette histoire. Voilà. Donc on retrouve bien le rendement avec les valeurs. Cet exercice est un excellent exercice pour bien comprendre comment on manipule en fait les diverses formules de changement d'état et pour en fait voir comment on réalise un moteur avec des changements d'état également. Ceci termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.